où je me suis reposé dans un ghetto où c'est un Malien qui tenait. Je me suis reposé là. Mais j'ai essayé de... Mes pieds ont guéri. 3 jours. J'ai fait 3 jours là-bas. J'ai guéri mes pieds. Il a essayé, bon, de trouver un petit travail que je pouvais faire pour pouvoir payer mon convoi, quoi. Et continuer pour aller à Alger. J'ai donc travaillé. Quand mon argent était suffisant pour payer mon convoi, continuer à Alger, il y a un convoi qui est sorti juste le jour d'avant. Le chauffeur est revenu, la même nuit, il est revenu étant sous. Vas-y. Ok, vas-y. Donc, il nous dit donc de payer à l'avance. On discute un peu, mais quand il décide de partir, on dit ok, on va payer. On lui donne donc l'argent, on monte. Il roule avec nous sur peut-être 30 km, 50 km. Il nous dit il y a un barrage devant. Quand on descend, on dévie le barrage. Il nous prend après ça. Bon, moi j'ai senti que c'était le fake. Mais on n'avait pas le choix. Il fallait descendre. On est descendu, il est donc parti. On continue à marcher. Là, il me reste encore 5000 dinars. Avec mon confrère camerounais, on continue à marcher. On décide que bon, voilà, si on trouve un autre véhicule, on va stopper. On continue à marcher, on continue à marcher. On marche 2 jours. On ne trouve aucun véhicule pour nous aider. À pied, frère. Attends, hein. Vous marchez matin, midi, soir, jusqu'à la nuit, minuit, 6 là. Déjà, quand je marchais seul, je marchais la nuit beaucoup plus. En journée, avant que le soleil ne se lève. Donc, autour de 8 heures, comme ça, quand le soleil n'est pas encore très ardent, j'essaie de me reposer. Parce qu'avec le soleil, tu ne peux pas dormir. Le soleil qu'il y a là-bas, ce n'est pas un soleil que... C'est pas le genre de soleil... Tu n'as jamais vu ce genre de soleil dans ta vie. La nuit, tu ne peux pas dormir parce qu'il fait extrêmement froid. Donc, pendant les 13 jours que j'ai d'abord fait à marcher seul, je dormais entre 8 heures et parfois 7h30, 8 heures, jusqu'à 9h, 10 heures quand le soleil devient vrai. Je suis obligé de me lever, essayer de continuer à marcher. Et maintenant, avec mon ami là, à un certain niveau, la douleur de mon pied a recommencé. Les douleurs que je m'étais fait quand j'avais sauté le bus, ça a recommencé. Bon, j'ai commencé à traîner. Lui aussi, il m'a fait comprendre que je suis en train de trop traîner, qu'il ne peut pas m'attendre. Lui aussi, il est parti, il m'a laissé. Bon, j'ai continué. J'ai continué tout seul. Dans la nuit, j'ai continué à faire l'autostop. La dernière fois que j'ai fait l'autostop dans la nuit, je me suis donc... j'ai stoppé un véhicule blanc qui s'est arrêté quelques mètres devant. Il s'est arrêté peut-être à 300 mètres devant moi. Il a retourné le véhicule dans ma direction. Il a mis les phares sur moi. Bon. Au départ, j'ai cru qu'il s'est arrêté pour m'aider. Mais après, je me suis posé la question de savoir, mais s'il veut m'aider, pourquoi il remet la voiture dans le sens opposé à ma direction et il me braque les phares dessus? J'ai dit, ah, comment est-ce que celui-ci met les phares sur moi? Et quand il met les phares sur moi, ça brouille ma vision automatiquement. Je ne le vois pas. Je suis en train d'avancer pour vers le véhicule, mais j'hésite. Après, j'ai dit non, mieux je sors dans le champ de vision des phares pour essayer de voir quoi. Je décale un peu, j'entre dans le désert à peut-être, je sais pas, 10 mètres. J'essaie de regarder, je ne vois rien. Je m'arrête donc, je m'accroupis derrière un caillou. Il y avait un gros caillou là, j'essaie de m'accroupir derrière. Les gars m'attendent, ils ne me voient pas. Ils retournent le véhicule. Ils garent. Je me dis, il faut que j'avance. Mais après, j'hésite encore, je reste sur place. L'un a sorti une arme à feu, il a tiré 2 coups de feu en ma direction. Il a tiré 2 coups dans ma supposée direction parce qu'il ne m'avait pas vu décaler quoi, il ne connaissait pas exactement là où j'étais. Donc quand ils ont tiré 2 coups de feu, ils sont entrés dans le véhicule, ils sont partis. C'était donc la dernière fois que je faisais l'autostop dans la nuit. Parce que même quand je marchais, j'avais toujours espoir, malgré ce qu'on m'a dit que la police interdit qu'on porte les gens. J'avais toujours espoir que quelqu'un pouvait m'aider. Donc ce soir-là, c'était ma dernière fois. Je faisais l'autostop en journée. Quand la nuit tombait, je ne marchais même plus au bord du goudron. Je décalais même à 100 mètres dans le désert avant de commencer à marcher. Ceux qui parlent des animaux du désert et tout, frère, tu ne peux pas te préoccuper de ça.
Tu n'as pas le choix. Qu'est-ce que tu fais? Une nuit, une nuit où j'ai essayé de forcer pour m'endormir, quelque chose m'a mordu le doigt. Je ne sais pas jusqu'au jour, je ne sais pas ce que c'était. Je me suis réveillé en sursaut, j'ai cherché, j'ai pas vu. J'ai continué mon chemin. Mais je n'ai eu aucun séquel jusqu'à aujourd'hui. Donc, j'ai continué dans ma marche, seul, jusqu'à une autre ville. Gars, attends un J'ai peu, encore marché tout seul. Attends un peu. La famille, c'est un beau zaïre, regardez. Regardez, seulement 130 personnes. Envoyez les thèmes de cadeaux, Massa. Il vous raconte sa vie. Encouragez même, non, les gars. Faisez même qu'il a même un cas, non, mon frère. Même ça va donner ici un colo. Ouais, encouragez aussi les beaux aïeux, non, maman. Faisons comme on a fait avec l'autre jour. Encourageons-le. Abonnez-vous chez lui. Mettez même les cadeaux. Envoyez les cadeaux. Envoyez les cadeaux. Envoyez les cadeaux. Les cadeaux, il a besoin de ça. Oh, les gars, encouragez aussi, non, les gars. Encouragez aussi, non. Au-delà de cela, depuis isolé, quand on ne voit même pas même fleur monter comme ça, là. Alors qu'on raconte des trucs vraiment que vous tous vous ne connaissez pas. Parce que moi-même, le gars, c'est... Oh. Après, on va m'insulter sur YouTube qu'il bavarde de tout. Mon papa, parlons, continue. Parce que encouragez-le, envoyez-le les trucs. Merci, Kazi. Vas-y, mon gars, continue. Je pense qu'ils ont compris. Merci. Donc, si je comptabilise au total le nombre de jours que j'ai marché avec mes pieds malades, j'ai marché à peu près 19 jours. J'ai parcouru au total 625 km à pied. 625 km à pied. Pour arriver là où je suis arrivé, dans la ville où je suis arrivé. Maintenant, quand je suis arrivé là-bas, il y a un arabe qui est venu vers moi. Il me dit, il y a le chantier. Il faut venir. Bon, moi, dans ma tête, je voulais à tout prix monter à Alger parce que j'avais espoir que je pouvais récupérer mon argent. Mais quand je suis arrivé dans la ville là, j'ai essayé d'entrer en possession d'un téléphone. J'ai essayé de contacter Alger, quoi. C'est quelques contacts que j'avais là-bas. Mais on m'a dit qu'il n'y avait personne, que personne n'était remonté jusque-là. Quelques 2 jours après, les grands Ivoiriens avec qui j'étais, ils étaient montés. Ils ont essayé de repartir même d'abord dans la maison où on était. On avait dit au bailleur que si quelqu'un parmi nous revient là-bas, on appelle seulement la police, on va venir nous arrêter. Même nos affaires, même les habits, tout, ils nous ont rien restitué. Donc déjà, même étant encore en bas, l'espoir que j'avais est mort. J'ai compris que mon argent, c'était impossible. Ils nous ont fait comprendre que dans leur ville, c'était je sais pas comment je peux dire si c'est une province ou c'est quoi. Ça s'appelait Guéroaou. Le commissaire nous a dit ouvertement qu'on ne veut plus de carlouches là-bas. On ne veut aucun noir dans cette zone-là. Donc on a dit que si jamais on revenait là-bas et qu'on nous voyait, on avait seulement à alerter et puis on devait venir nous arrêter. Donc c'est comme ça. Un arabe est venu m'appeler, il m'a dit qu'il y a le chantier, que non, le patron il est honnête et tout et tout. Et comme j'ai introduit ici à la base, je suis à la base je suis un électricien, j'ai un bac F3, donc je suis un électrotechnicien de métier. Donc quand il me dit qu'il y a le chantier, je me dis ah peut-être je peux aller là-bas travailler pour payer mon transport. Je vais donc au chantier avec le monsieur, il me fait comprendre. Parce que quand il me voit déjà, il voit un zombie, quoi. Il me dit non, il y a un endroit où tu peux dormir, il y a le matelas, tu peux dormir là-bas, te reposer, tu peux te laver et tout. Bon, quand j'entends te laver, avec ma peau qui est en train de s'écailler comme pour un poisson, comme le poisson, j'ai dit, ah, une douche quand même ne sera pas de refuge. Je décide donc de partir avec lui. Il m'amène dans un chantier. Il me montre un chantier, bon, on avait déjà monté les briques, parce qu'ici, chez eux, il n'y a pas les tôles. Donc c'est pour vous faire un peu, c'est pour que vous compreniez un peu la qualité de chaleur qu'il y a ici. Il n'y a pas, tu ne vas jamais voir une toiture ici, c'est la dalle. Tu mets la toiture, ça va donc tu vas cuire à l'intérieur avec le soleil. Tellement il fait chaud, il n'y a pas de tôle ici. Donc on avait monté les briques, on avait collé la dalle. Il m'amène une natte avec une couverture, il me dit de me reposer là. Demain le patron va venir et puis on va causer, il va essayer, je vais travailler. Je lui dis, d'accord, il n'y a pas de problème. Je pars donc, je cherche l'eau, j'essaie de me laver. Je me lave. Après, je vois encore les vêtements que je vais porter sur moi, les vêtements que j'ai dormi au désert avec pendant presque 3 semaines. Avec tout le sable là, je remets encore ça sur moi. Le lendemain, donc, le patron vient. Moi, je me disais que bon, voilà, je suis électricien, peut-être, oh, putain, zéro. C'était pour faire le manœuvrage. Il fallait nettoyer le chantier, quoi. On devait me payer 1500 la journée. Bon, moi, à la base, je voulais juste travailler l'argent pour payer mon transport et continuer à Alger.
Je commence à faire le nettoyage, je commence à faire le nettoyage. Je me rends compte que si je veux faire le nettoyage, je ne peux pas avoir l'argent pour mon transport assez vite, quoi. Je commence à regarder un peu les gens qui travaillent. Il y a un monsieur qui faisait le crépissage. Bon, j'ai un ami au pays qui est maçon. Je partais souvent, quand j'avais mes chantiers d'électricité, pour me rassurer que je vais gagner le chantier, je partais l'accompagner pour qu'on me voit au chantier, quoi, pour avoir plus de chances de gagner le chantier. Donc, je faisais un peu le crépissage avec lui pour perdre le temps. Mais pour finir, j'ai appris à faire le crépissage involontairement. Voilà, donc, je vois un monsieur qui fait le crépissage. Je lui dis, je peux un peu apprendre avec lui pour essayer de faire monter mon salaire, quoi. Il me dit, je connais crépi, je lui dis un peu. Il me dit, ok, prends la taloche. Bon, je prends la taloche, je fais, il voit que je connais. Il me dit, d'accord, tu vas travailler avec moi, je vais te donner 2000. Bon, c'est comme ça que je laisse le nettoyage de 1500 pour travailler 2000. Je travaille avec lui. Un moment, il y a un vieux papa, entre parenthèses, ici en Algérie, le peu de personnes que tu peux un tout petit peu dire qu'ils sont humains, c'est les vieux, ceux qui sont un peu âgés. Quelques-uns, hein, ça ne veut pas dire tous. Peut-être les 10% parmi les vieux là. Donc ce papa-là, il m'appelle. Et j'ai sauté une partie. Quand je suis arrivé même dans ce chantier, il y avait beaucoup de Noirs. Il y avait des Maliens, des Ivoiriens, des Guinéens et tout. Mais quand je suis arrivé, tout le monde m'évitait comme la peste, quoi. Donc personne ne s'est même rapproché de moi. Et j'avais faim. C'est ce vieux papa-là que quand il sort de l'endroit où il dormait, il me voit. Il me dit, hé, Arwa, je viens. Il me demande si j'ai mangé. Je lui dis non. Il m'amène là où il dort. Bon, quand il m'amène là où il dort, moi je suis sur la défensive avec tout ce que j'ai traversé en route. Je suis sur la défensive. Il me montre une marmite, il me montre le pain. Il me dit, je me sers, je mange la quantité que je peux. Je prends donc la marmite, je prends le plat. Involontairement, c'est pas moi qui ai fait, j'ai vidé sa marmite. Il y avait 3 pains là-bas, j'ai mangé tout. Tout. Quand il est entré, il a regardé comme ça, il m'a regardé. J'ai cru qu'il devait me gronder, quoi. Il me dit, waouh. Il part dans la maison de son confrère, il prend le pain, il prend le lait, il vient, il me donne. Il me dit de manger. Je mange encore. Je quitte donc, je rentre là où je devais dormir. Je me ressens un peu vivant, quoi. J'ai un peu récupéré les forces. Donc c'est après ça donc, que j'ai commencé le travail. Donc ce papa-là, lui, faisait le carrelage. Il me dit, le crépissage, ça ne paye pas facilement. Que si je veux, je peux venir apprendre le carrelage avec lui. Je lui dis, oui, pourquoi pas. Je viens donc, je commence à travailler le carrelage avec ce papa. Bon, mais j'ai oublié de sauter une partie. Ce qui fait mal ce que je dis là-bas comme ça, c'est que quand j'ai travaillé, normalement, 2 semaines avait suffi pour payer mon convoi. J'avais causé avec le chauffeur et tout, le coxeur et tout. Le patron devait me payer jeudi. Je devais quitter de là jeudi soir pour aller chez le coxeur et voyager. Mais malheureusement, le patron n'est pas venu jeudi pour payer. J'ai renvoyé à samedi, puisque ici, le week-end, c'est jeudi, vendredi. J'ai renvoyé donc à samedi. Samedi, donc le patron est venu, il ne m'a pas payé complet, donc ça ne me fait pas suffire pour le convoi. C'est ça qui prolonge dans mon séjour là-bas. Bon, voilà, donc je commence à faire le carrelage avec ce papa-là. Technicien de métier, mon père était technicien, ma mère était technicienne, donc la technique, ça me connaît. J'ai appris très, très, très vite avec lui. Il a commencé à me payer assez bien. Normalement, je devais toucher en tant que manuel, je devais toucher 9000 dinars chaque mois. Mais quand j'ai commencé, quand il a vu que je maîtrisais, j'apprenais vite. En une semaine, je commençais déjà à poser un peu, pas à sa vitesse, mais un peu quand même, et bien. Lui, il a commencé à me donner 15 000 le mois. La semaine, autant pour moi. Il a commencé à me donner 15 000. Bon. Voilà, donc, il y a un Guinéen qui vient me voir. Il me fait comprendre qu'il connaît le carrelage un peu. Et que moi aussi, comme je connais un peu, on peut se mettre ensemble. On prend nos logements nous-mêmes, ça va nous faire gagner beaucoup d'argent. Je lui dis, l'idée n'est pas mal. D'autant plus que moi, ma manière de mettre les carreaux, c'est différent de la leur. Ici en Algérie, la manière qu'on met les carreaux, c'est pas comme on met au Cameroun. Au Cameroun, on a les joints qu'on laisse et tout et tout. Donc moi, ma manière de mettre les carreaux, ça allait... Bon, ils voyaient ça, c'était une innovation, quoi. Donc ils voyaient ça différent et c'était beau à leurs yeux. Du coup, quand le patron, quand ils entraient, ils voyaient là où j'ai travaillé, ils disaient, waouh, qui a travaillé ici? On dit non, c'est le carlouche là. Et ils apprécient. Donc du coup, quand on est venu donc demander notre logement, ils n'ont même pas hésité. Ils m'ont donné le logement, ils m'ont dit de travailler. Donc, ils faisaient donc équipe avec le Guinéen en question. Mais sauf que le Guinéen m'a blagué, il ne connaissait absolument pas le carrelage. Donc en gros, je travaillais seul et on était censé partager l'argent moitié-moitié.
C'était notre clause de départ. Je ne pouvais pas non plus, à mi-chemin, dire que non. Donc, voilà, je commence donc à travailler. Je me rends compte qu'il ne connaît pas. Il est manœuvre. Un logement payait 30 000 dinars. On faisait, pour un début, on faisait un logement en une semaine, peut-être un jour ou 2 jours. On devait partager 15 000 dinars tous les deux. Mais je me rends compte que lui, les manœuvres, il est supposé toucher 9 000. Mais il touche moitié avec moi. Bon, quand on finit le premier logement, je lui dis, frère, toi, tu ne connais pas le travail, tu m'as menti. Donc, je vais devoir me séparer de toi. Il me dit, je peux travailler avec toi comme manœuvre parce que, bon, avec toi, j'apprends facilement avec toi, j'apprends mieux avec toi. J'ai dit, ok. C'est comme ça qu'on commence à travailler. Je l'apprends, je lui montre comment on fait, je fais des pauses pour l'expliquer et tout, et tout, et tout, et tout. Il apprend vite, il apprend vite. Maintenant, moi-même, je m'imprègne réellement du métier. Donc, je deviens non seulement rapide et je retravaille l'argent. Je commence à gagner mon argent vite. Je dis, ok, si je peux gagner l'argent vite ici, le mieux, c'est que j'essaie de regagner l'argent de mon convoi ici. Je monte directement à Alger avec l'argent de mon convoi. C'est comme ça que je décide donc. Là, j'ai passé décembre 2023 ici. On est déjà en janvier 2024. Je suis dans ce petit village-là, je suis en train de travailler. Bon, je travaille jusqu'à mars. Je travaille d'arrache-pied. Ici, le travail commence à 8 h, ça finit à 13 h. Mais moi, je me levais à 6 h. Je travaillais jusqu'à 19 h. Donc, tant que le soleil ne se couchait pas, moi, je n'arrêtais pas. Parce que j'avais un objectif. Je voulais à tout prix rassembler l'argent qu'on m'a pris, quoi, pour essayer de payer à nouveau le convoi. Donc, j'ai travaillé comme ça. Dès que j'ai rassemblé la totalité, j'ai travaillé jusqu'à fin mars, avril, pardon. Fin mars, avril. Donc, les confrères qui étaient donc à Alger là-bas m'appellent, me disent que il y a un convoi ici qui est prêt, que si je parviens à rassembler l'argent nécessaire, je monte, je peux aller dans ce convoi-là. Je dis d'accord. Donc, je travaille quand mon argent suffit. Je quitte là où j'étais. J'avais pu acheter une bouteille de gaz, j'avais acheté quelques trucs et puis, bon, quand je quitte là, ma machine pour couper les carreaux, je laisse ça au Guinéen, au petit Guinéen là. Je lui dis que bon, moi je vais aller essayer. Le vieux carreleur, il m'a encouragé même à prendre mon logement moi-même parce que il me disait que ça me permettrait de gagner facilement de l'argent. C'était quand même quelqu'un de bon. Donc lui, il était là, il travaillait. Moi aussi, j'étais de mon côté, je travaillais. Après, il est quitté. Il est parti, quoi. Donc en fait, j'ai rassemblé dans mon argent. Je suis monté à Alger. Mon vieux là m'a amené dans la maison de... Bon, là, je parle de mai. On est déjà à fin avril-mai quand je suis à Alger. On va donc chez le coxeur. Encore un Guinéen qui son collaborateur est ivoirien. Pour mes pieds et mes genoux, quand j'ai pris du repos, j'ai commencé à faire un peu de sport et tout et tout. Si je vous dis que j'ai pris un comprimé pour ça, c'est que je vous mens parce que je n'avais même pas la possibilité d'acheter des comprimés. Bon, voilà. Je suis bon allé à Alger. On est parti dans la maison du coxeur, la maison de l'ami du coxeur en question. J'ai versé mon argent pour le convoi. On m'a donc fait comprendre que, bon, je n'avais pas d'inquiétude, quoi. Je savais que, voilà, je suis dans sa maison, je connais là où il vit, quoi. Donc, j'ai travaillé 480 000 dinars à nouveau. Je suis allé donc, j'ai versé dans les mains du coxeur. Bon. Il était censé, il y avait un convoi, on était supposé avoir un convoi dans la semaine, là. On a attendu, après il m'a dit que non, la météo n'était pas bonne. Bon. Quand j'ai constaté qu'il me blaguait trop sur les affaires de météo, j'ai téléchargé l'application. Comme j'ai dit au début, je suis musicien, j'ai un studio de musique, donc lire les applications, ça me connaît. J'ai téléchargé l'application, j'ai cherché les tutoriels, j'ai appris à lire la météo. Donc, je connaissais comment lire la météo. Donc, je pouvais savoir quand la météo est bonne, quand la météo n'est pas bonne. Donc, 2 semaines après, on m'a pas lancé. Je vais donc vers eux, je leur dis, mais qu'est-ce qui va pas? J'étais censé partir il y a de cela 2 semaines. Ils me disent, non, depuis la météo n'est pas bonne. Je sors mon téléphone, je lui montre. Je lui dis, actuellement, la météo est bonne sur 4 jours. C'est assez pour le lancement. Quelqu'un m'a demandé quel âge. Je suis né en 93. Donc, il me dit, non, tu sais, les Arabes qui lancent, ils ont leurs principes, ils ne lancent pas au hasard, il faut leur faire confiance, il ne faut pas mettre la pression. Si tu mets la pression, ils peuvent te faire un mauvais lancement, c'est toi qui vas perdre. Ils ont alors le mot qui te
calme automatiquement. Si tu veux mettre la pression, on va te lancer dans un convoi et c'est à tes risques et périls. Voyant la somme d'argent, tu es obligé de te temporiser. Donc, je me temporise. Chers frères, je suis resté là de mai 2024 jusqu'à juillet. De mai à juillet 2024. Ils ne m'ont jamais lancé. Ça a commencé à aller mal dans ma tête. J'ai dit que, ok, c'est comme ça que vous voulez faire. S'il faut que je perde mon argent, c'est qu'on va perdre nous tous. C'est que nous tous on va perdre. Je suis capable d'aller à la police, même si c'est pourquoi on me lance encore au flou. Même si c'est qu'il faut que je rentre au pays, non. Mais je refuse de perdre cet argent-là. C'est la résolution que je m'étais fixée. J'ai dit que, ok, je vais patienter encore jusqu'à août-septembre. Ils m'ont garanti que non, en septembre, il y a un très grand convoi, que je vais aller à l'intérieur. Mais entre-temps, je menais des enquêtes, puisque dans la maison du coxeur en question, il y avait des gars qui étaient aussi là pour les voyages. Quand je menais des enquêtes, je me suis rendu compte que pendant que j'étais là, il avait fait sortir 2 convois dans lesquels on ne m'avait jamais mis. Dans les 2 convois, il y a un qui a fait naufrage. 30 personnes sont tous décédées. Ouais. Sont tous d'ailleurs, bro, code. Ouais, ils sont tous die. Les 30 personnes sont tous die. Bon, quand j'ai entendu ça, je me suis dit, ah bon, peut-être ça valait la peine de ne pas mettre la pression. Peut-être que je pouvais être parmi ces gens-là. Ça m'a permis donc de me calmer un peu. Voilà donc, ceux qui avaient été arrêtés, le deuxième convoi qui avait plutôt été arrêté, ils sont remontés donc. C'est avec eux que je me suis essayé de me rapprocher d'eux, j'ai pu essayer de parler avec eux et tout. Les gars m'ont fait comprendre que c'est de la vraie merde. Les convois dans lesquels, c'est même là où je me rends compte que c'était 30 personnes qui mettaient dans les convois. Pourtant, à la base, quand tu viens payer, on vous dit que le maximum c'est 16 personnes avec un moteur de 100 chevaux. Et pourtant, ils vous font les convois de 30 personnes avec 40 chevaux. Pourtant, le Beaux-Arts en Algérie, c'est le trajet le plus long. Le Maroc est le plus proche. La Tunisie aussi est proche. La Libye aussi. Mais l'Algérie est le plus éloigné. C'est pour ça que c'est le plus cher. Donc, voilà. Les gars me font donc comprendre, ils me font pas des surcharges, des conditions et dessus quoi? Pas de gilet. Pas de gilet de sauvetage. Même les pompiers, comme je vois sur l'image arrière là, ils donnent à quelques-uns, ils ne donnent pas à tout le monde. C'est ce qu'on me fait donc comprendre. Je commence à dire que, ok, ça veut dire qu'il faut que je fasse l'effort de récupérer mon argent. J'ai dit, ça, c'est pas... Déjà, c'est pas impossible de récupérer l'argent à un corsaire. Une fois que tu as donné, tu as donné. C'est impossible quasiment de récupérer. Il faut seulement trouver une ruse. Je commence à réfléchir. Je me dis, ah, si je pouvais tomber sur quelqu'un qui veut voyager, je vais lui dire, je le remplace. Je le mets à ma place, quoi. Moi, j'essaie de me chercher ailleurs. Voilà, donc, je reviens donc vers le corsaire. Je lui dis, bon, mais c'est comment? Le gars me gronde. Il me dit, hey, si tu veux que je te t'aime, c'est que je vais te t'aimer. Hein. Toi, tu me fatigues déjà avec tes affaires là. Il dit, hey, dis man. Si je te demande seulement une affaire pour mes dos, toi tu parles déjà de t'aimer. Moi j'ai fait quoi de mauvais? Ça fait déjà des mois. Ça fait des mois que je suis ici. Je vis comment? Je ne travaille pas. Je suis dans la maison, je ne peux même pas sortir. Je vis comment entre-temps? Mon argent est chez toi, tu ne me fais pas voyager, tu dis que tu vas me t'aimer. Mais entre-temps, quand même, j'étais déjà en colère. Je lui ai fait comprendre que frère, depuis que je suis ici, je vous ai jamais manqué de respect, jamais mal parlé à personne. Mais ce qu'il faut que tu saches, c'est que pour t'aimer là, il n'y a pas une école où on apprend ça. Donc, quand tu veux utiliser les langages comme ça, rassure-toi que, comme toi, tu peux me t'aimer là, moi, mais je suis capable de faire la même chose. Donc, il faut faire attention. Il me fait comprendre que, puisque j'étais à Blida, il me dit que Blida, c'est leur ville. Que s'il veut même que je disparaisse le même jour là, il va me faire disparaître. J'ai commencé à sentir que, ok, là, ça sentait mal, quoi. Je suis donc resté. Il m'a fait comprendre qu'en tout cas, il y a un convoi qui va sortir dans autre 2 semaines. Il va me mettre à l'intérieur. J'ai dit d'accord, il n'y a pas de souci. Là, nous sommes déjà en fin août-septembre, début septembre. Le gars, il ne fait plus de nouvelles, donc on ne le voit plus. Je vais donc dans la maison de son confrère qui est un Ivoirien. Je me mets en colère là-bas. Je lui fais comprendre que si c'est de cette manière-là, moi je vais gâter tout et nous tous, on va perdre.
Bon, son confrère, sachant que c'est sa maison que je connais, il essaie de l'appeler, quoi. Le gars vient, au lieu de me parler doucement, il veut encore employer la force. Il me fait comprendre que si je reviens encore mettre la pression, c'est qu'il va me lancer dans un convoi n'importe comment et je ne dois plus jamais lui parler de ça. Je sens donc que je suis en train de perdre mon argent. Je dis que ok, si c'est comme ça, je vais gâter. Ici, les aventuriers appellent les gens qui sont capables de faire ce que j'avais l'intention de faire, les boss polo. Et quand tu fais ça, tu es blacklisté. Donc, ils mettent tous les aventuriers à ta poursuite. Et c'est là où je reviens encore dire que l'homme noir est tellement naïf au point où toi, qui es un aventurier comme moi, c'est toi qu'on engage pour me faire du mal, pour quelque chose dont j'ai raison, quelque chose que toi-même on va te faire demain. Donc, moi j'ai pris dans cette résolution que tant que ils ne m'ont pas lancé et qu'ils ne me remettent pas mon argent, je ne vais pas accepter de perdre mon argent une deuxième fois. Ouais, ma soeur, encore un Guinéen. Donc, ma malchance ici en aventure sont les Guinéens. Donc voilà, quand je décide donc de faire ça, le grand avec qui j'étais dans la maison, il me dit, il m'envoie au marché. Il y avait un petit Guinéen, un petit très gentil. Lui aussi, il était là pour voyager. Il est là, le vieux là nous dit, s'il vous plaît, allez au marché acheter la viande qu'on va faire manger aujourd'hui. Puisqu'on vivait dans un grand appartement où chacun avait sa chambre. Mais bon, moi, comme j'étais juste là pour voyager, je dormais sur une natte à la cuisine. Voilà, le grand nous demande de partir au marché pour, n'est-ce pas, acheter la viande pour venir, pour qu'on fasse la cuisine avec. On arrive au marché, la police en civil nous arrête au refoulement. Encore. Donc c'est comme ça. C'est comme ça qu'on nous arrête. En septembre 2024. Ah, 2025. Autant pour moi. Septembre 2025, oui. C'est comme ça qu'on nous arrête. On nous envoie au camp de refoulement encore. Je suis au camp de refoulement. Je dis que, moi je ne sais pas ce que j'ai fait à qui. Je ne dois rien à personne. Je n'ai jamais rien fait de mauvais à qui que ce soit. Je ne sais pas ce que j'ai bien fait pour mériter ça. C'est donc comme ça qu'on nous relance encore au refoulement. Je saute encore pour une deuxième fois. Mais cette fois-ci, étant déjà un peu rodé par rapport à la dernière fois, je saute avec prévention, je ne me fais pas mal. Mais le petit Guinéen en question, lui, ne parvient pas à sauter, donc il descend jusqu'au désert. Donc, cette fois-ci, je marche comme d'habitude. J'ai marché 6 jours. Après, j'ai vu un camion de sable qui était garé. J'ai grimpé à l'intérieur. Je me suis caché à côté. Le chauffeur ne m'a pas reconnu, quoi. Il n'a pas reconnu que j'étais là. Il a roulé avec moi. Arrivé à un niveau, à un contrôle, la police a remarqué qu'il y avait quelqu'un. Ils m'ont donc fait descendre. Mais heureusement, c'était ni la police ni la gendarmerie, c'était les militaires, quoi. Mais les militaires, eux, ils ne font pas de refoulement. Ils ne sont pas là pour arrêter les migrants. C'est pas leur travail. Donc, quand ils m'ont arrêté, bizarrement, ils m'ont donné à boire, ils m'ont donné des œufs bouillis, ils m'ont donné du pain, ils m'ont demandé de partir. J'ai donc continué mon chemin. Je suis donc arrivé dans la ville de Gadaya à nouveau. J'ai appelé le coxeur en question. Je lui ai fait comprendre que je suis au refoulement. Que s'il lui plaît, qu'il m'envoie même 50 000 dinars sur mon argent, j'essaie de monter avec. Le gars éteint son téléphone, il a bloqué le numéro. Et celui qui parle de plein hiver, il a cru qu'il devait mourir au désert. Je marchais, j'avais comme impression que c'est un spectre qui marchait, donc je ne sentais pas comment je suis en train de marcher. J'avais comme l'impression que je trottais parce que mes pieds étaient morts, quoi. Mes pieds étaient complètement morts. Le sang ne circulait plus. Les mains, j'avais mis mes mains dans mes habits. Mais mes pieds ne vivaient plus. Je ramassais tous les vieux habits que je trouvais, j'attachais partout sur moi, j'attachais partout. Il y a un chauffeur camion qui m'a lancé un vieux couverture. Donc je m'enroulais avec pour marcher. Donc, à l'heure où je vous parle, je suis à Gadaya, je suis toujours à Gadaya. Et j'ai décidé que, même s'il faut que je rentre au pays, je vais le faire, mais je ne vais pas laisser mon argent.
Je vais monter à Alger, je vais me rassurer que cela... Parce que la différence entre eux et moi, c'est que eux, ce sont des coxeurs. Moi, je suis un passager. Si moi, on m'arrête, on va me refouler. Mais eux, si on les arrête, c'est la prison. Donc, moi, je vais monter. Je sais que ce sont des gens qui ont assez de côtes. Ils ont des connaissances avec les policiers de la zone. Je vais laisser le poste de police de la zone. Je vais aller dans notre police, dans notre poste de police. Je vais, n'est-ce pas, Non. les Attends. dénoncer. Attends. Non, laisse. Attends. Laisse l'argent là. Écoute-moi bien. Tu n'es pas venu ici au hasard. Je me suis non. Je suis sûr que tu n'es pas venu sur mon panel ici au hasard. Laisse l'argent là. Et c'est comme je voulais te dire, avant de faire monter les gens, si quelqu'un qui va à côté de toi, je ne peux plus. Parce que toi là, il faut que les personnes montent pour essayer de te parler. Gars, rentre. Tu sais pourquoi? Excuse-moi un peu, je vais un peu utiliser le mot Dieu. Dieu est fâché contre toi. C'est pourquoi il est fâché contre toi, parce que tu es tellement talentueux. Non. Que toi-même, tu peux te battre pendant les 3 ans, si tu cherches ton visa, tu voyages normalement. Un bac F plus 4. Tu pars avant, tu fais quoi? Donc, tu regardes, quand je te pose un peu de questions depuis 2023 jusqu'à l'heure actuelle, ça ne donne pas. Et tu vois comment, en fait, ton histoire a fait un genre. C'est bizarre, gars. Dieu te passe le message depuis pour dire rentre. Consacre-toi. Tu vas faire tout moyen possible, même à travers ton travail, tu peux ressortir pour voyager. Et tu gagnes bien ta vie au Cameroun, man. Ton papa vous a laissé une grosse son entreprise, que ça tourne, ton petit frère qui est là-bas. Tu as un studio et que tu as vendu, le rêve que tu as commis, tu as vendu ça. Parce que tu as pris l'argent pour donner à plus de 1 bâton. On t'a fait sur ça. Tu vas me risquer la mort. Toi, tu vas pas, pendant toute ton aventure, tu ne fais que risquer la mort. Gars, rentre au pays, ne prends pas les dos, la laisse. On sait que tu es en colère, laisse. Je vais faire monter les confrères. En fait, il faut que tu finisses de parler. Tu finis de parler et moi, je te dis, mais c'est ce que je te dis. Pour l'amour du ciel, laisse cet argent-là. Et si tu cherches à faire du mal là, ça va plutôt cuire sur toi. Laisse. Gars, laisse. Écoute, je regarde lui-même les commentaires. Tout le monde dit en bas que laisse. Laisse l'argent là. Laisse. Je te supplie que laisse ça. Retire ça de ta tête. Et raconte une histoire. Je ne sais pas si tu vas avancer ou si tu vas rentrer. C'est toi qui connais. C'est à toi à nous dire en fait. En fait, moi, ce que j'avais dans ma tête, le fait que comme je suis ici, je travaille toujours, je fais du carrelage et en fait, le premier chantier dans lequel j'ai travaillé, je me suis fait un peu une petite réputation là-bas au point où quand je suis remonté, le premier patron, la première personne qui m'a vu m'a directement recommandé. Donc à l'heure où je parle, je suis en train de travailler, je fais le carrelage. Donc dans ma tête, c'est un peu comme je vous expliquais, j'avais l'intention de rassembler une certaine somme d'argent, monter, je gâte tout et puis ça sort comme ça sort. Mais bon, bref. Il y a un point même que j'ai encore oublié, c'est que quand je suis arrivé ici, le convoi dans lequel on a dit qu'on devait me lancer dans les 2 semaines où le refoulement m'a pris, eux aussi, on me dit qu'ils ont fait le naufrage, je n'ai aucune certitude. J'ai comme bon, je me suis dit que peut-être ils disaient ça soit pour me reconforter ou bien pour pour que j'oublie et tout, mais on m'a quand même fait savoir que ce convoi là aussi, il a fait naufrage, frère. Il y a des choses que ne vont jamais, que tu ne vas jamais voir sur les réseaux. Il y a des choses que personne ne va jamais dire, mais la quantité de décès qu'il y a dans ce pays, on ne peut pas, c'est incommensurable, on ne peut pas expliquer. La quantité de personnes qui daillent dans le Kossi, que ce soit sur l'eau, que ce soit dans les maltraitances. Et ici, quand tu n'as pas la chance, tu travailles comme tu travailles là. Quand ça devient conséquent, le patron envoie seulement le niais, on vous ramasse. Parce qu'il ne peut pas vous payer, il ne veut pas vous payer. Actuellement, à l'heure où je parle là, il y a eu un ramassage pas possible ici. Mais moi, je ne sais pas, une fois de plus, j'ai eu de la chance. Parce que moi, je suis quelqu'un qui aime être solitaire. Et ici, en aventure, la plupart des gens vivent en groupe. Donc moi, je vis seul, je reste toujours seul. Et la police, ils aiment taper le paquet. Donc ils aiment arriver comme ça, là où ils savent qu'ils vont ramasser le monde. Et moi, le logement où je suis, c'est éloigné. Je suis seul dans un bâtiment. Tous les autres, ils restent en groupe, ils aiment rester groupés. Telle personne est dans telle chambre, 4 personnes sont dans telle chambre, 3 personnes sont dans telle chambre. Ils sont rassemblés, quoi. Donc la police est arrivée là-bas, ils ont ramassé tout le monde. Et actuellement, je suis le seul noir qui est encore là. Et ils ont ramassé les gens simplement pourquoi? Parce que les gens, quand ils arrivent, ils ne veulent pas, ils savent que s'ils ont l'argent sur eux, ils vont le perdre. Donc du coup, ils essaient d'accumuler beaucoup d'argent sur le patron pour récupérer une fois. Quand vous êtes déjà avec 10, vous avez 200 000 dinars sur le patron. C'est beaucoup, ça fait déjà 2 millions de dinars, c'est énorme. Donc du coup, il fait d'une pierre deux coups, il vous dénonce à la police. Il vous dit que vous êtes venu squatter, il dit à la police que vous êtes venu squatter chez lui en son absence, il n'est pas au courant. La police vient, il vous ramasse tout, si vous jetez au désert, il garde votre argent.
En fait, c'est la technique. Ils font ça constamment. Ils font ça tout le temps. Donc, voilà un peu le topo. Oui, avant peut-être qu'en nous en 30 secondes, quel est le message que tu vas transmettre à nos petits frères et nos sœurs qui sont encore en Afrique noire, qui veulent emprunter le même chemin comme toi? Quel est le message que tu veux les donner? Oui, attends, vous allez monter, parce que en fait, tous ceux qui vont monter, vous allez monter uniquement pour lui. C'est ce qu'il y a quelqu'un qui va raconter ce ne soit mais plutôt ça, mais vous allez monter uniquement pour lui, pour essayer, parce qu'il en a vraiment besoin des conseils, en fait, vous allez monter, je vais me muter, vous allez parler. Voilà. Frère, quel est le message que tu peux les transmettre à ceux qui sont encore derrière, qui vont emprunter le même chemin comme toi? Ce que je peux dire à tout être humain, si je sais pas, si on te souffle même un seul instant, l'aventure, je déconseille vivement l'aventure à toute personne. Je dis même à mon pire ennemi. Je déconseille l'aventure. Et comme j'ai introduit au départ, les gens vous font miroiter des choses. Certes, ils vont vous dire, oui, il y a des gens chanceux, il y a ceux qui parviennent à partir facile, vite, un peu plus vite. Mais le pourcentage est tellement réduit. Il y a très peu de personnes qui parviennent vraiment à partir comme ça, là, normalement, sans problème. Donc, du coup, le conseil que je vais donner à toute personne qui a l'intention de faire l'aventure, cher frère, il n'y a absolument rien en aventure. Il n'y a absolument rien. C'est depuis de toute mon existence, c'est la pire des décisions que j'ai prises. Depuis que je suis né. C'est la plus pire décision que j'ai prise. Donc, que tu travailles, que tu ne travailles pas, cherche des alternatives au pays. Forcé, tu vas trouver. Parce que, on va citer toute la souffrance qu'on cite là, mais il y a une autre souffrance qu'on saute beaucoup, c'est la souffrance psychologique. Tu ne dors pas. À chaque fois que tu te couches, s'il y a un moindre bruit, tu es dehors parce que tu supposes que la police, c'est la police qui est en train de casser la porte. On ne peut pas compter le nombre de jours qu'on sort de la maison pour aller dormir en plein désert parce que on a peur que la police va arriver. La torture psychologique, on ne compte pas. Donc, cher frère, si quelqu'un a un seul instant pensé à l'aventure, je le lui déconseille vivement. D'accord. Et il y a aussi une parenthèse que tu oublies. Et ton ami là qui t'avait fait sortir là, il est devenu quoi en fait? Frère, lui, il est en Tunisie. Il est toujours en Tunisie. Il a essayé le convoi 3 fois, il n'a pas réussi. Il a essayé 3 fois. Okay. Ça n'a pas marché. Il est toujours là. D'accord. Jusqu'à présent, il est en Tunisie. Ok, vous avez écouté. Voilà, pour ceux qui aimeraient écouter l'histoire de ce frère, ça serait publié dans YouTube, mais je ne vous dirai pas la date. Mais dès que vous avez constaté que je suis en train de partager son histoire sur TikTok, sachez que c'est sur YouTube. Parce qu'il y a l'histoire de la sœur princesse qu'on est en train que je suis en train de partager là. Dès qu'elle finit son histoire là, après l'histoire de princesse, c'est pour lui que je vais partager ça. C'est vrai qu'il y a eu des très beaux témoignages aujourd'hui après l'histoire de princesse. Pour ceux qui demandent de YouTube, voilà, ça fait Kadia qui est en bas, soir j'arrive. Tu sais qui seulement soir j'arrive, tu t'abonnes sur mon YouTube pour ne pas rater les rectifications des histoires des aventuriers. Voilà. C'est un peu ça. Parce que même dans mon compte TikTok, c'est pas toutes les histoires que je partage, parce que c'est long. C'est sur YouTube que j'ai balancé, mais c'était une histoire que j'ai balancé sur YouTube, qu'il n'y a pas ça sur TikTok. Voilà. Avant de finir maintenant, la pause publicitaire pour faire monter les gens. Vous avez vu le produit sinon? Le produit, c'est pour les hommes qui ont un problème de faiblesse sexuelle, qui ne parviennent plus à satisfaire. Voilà. D'accord, tu t'es mis. Ok, merci frère. C'est pour tous les hommes qui ont un problème de faiblesse sexuelle, qui ne parviennent plus à satisfaire bien leur femme. Voilà, c'est un produit naturel, ça n'a aucun effet secondaire, comme j'étais en train de le dire. Maintenant, comment utiliser le produit? Tu vas tiédir de l'eau. Prends une cuillère à café, tu mets dans l'eau tiédir là, dans les verres d'eau tiédir, tu bois. Tu bois ça 1, 2 heures de temps, 3 heures de temps, jusqu'au moment où tu vas passer à l'acte. Mon frère, tu te rends compte que tu as l'habitude de ne pas trop durer sur ta go, sur ta femme. Maintenant, ça va te permettre d'être efficace et atteindre son orgasme. Fais ce que la go va jouir. Toi, elle va se sentir à l'aise. Et le produit lui aussi contre les infections, nettoie le rein, lui aussi contre la fatigue. Voilà, et ça nettoie aussi les déchets dans l'organisme. Pour toutes les personnes qui sont intéressées, mon numéro WhatsApp c'est le plus 237 656 04 63 84. Je répète, mon numéro WhatsApp c'est le plus 237 656 04 63 84. Si tu es intéressé là-bas, tu m'écris sur WhatsApp et je vais te dire le prix. Maintenant, pour ceux qui sont en France, en Europe déjà, qui ont besoin de ça, j'ai quelqu'un là-bas en France qui a déjà ça. Vous pouvez aussi me contacter, je vous donne le numéro, vous passez le prix, vous passez vos commandes aussi là-bas. Si vous êtes intéressé, écrivez-moi et vous ne serez pas déçu, vous serez satisfait. Merci. Merde. Bon.